Bienvenue sur Vous et moi. Avant d'introduire notre débat cet après-midi, je voudrais vous conter une petite histoire. Elle est vraie, elle est réelle et elle est vécue. C'est celle d'une jeune fille dont je vais taire le nom, qui rentrant d'une balade nocturne s'est faite malheureusement agresser par un voyou et s'en est suivi donc un viol sous menace d'une arme blanche. Quelque temps après, la jeune fille se rend compte qu'elle est enceinte. Alors, elle décide de restituer les faits à sa famille. Et curieusement, deux camps se sont constitués. Les uns pensant qu'il fallait qu'elle s'en débarrasse, et les autres, pour des convictions religieuses, pensaient qu'il fallait qu'elle garde cet enfant. C'est donc cette petite histoire qui nous a inspiré le thème de cet après-midi, que nous avons intitulé « Êtes-vous pour ou contre l'avortement en cas de viol ?» Pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai un panel suffisamment relevé. J'ai une gestionnaire, j'ai un journaliste, j'ai un psychosociologue et en principe on devrait avoir un pasteur ou un apôtre, je ne sais pas comment je dois l'appeler, bref un homme d'église sur ce plateau tout à l'heure. On espère bien qu'il va arriver. Néanmoins je vais commencer par présenter Madame Touala, notre gestionnaire, une habitude de ce plateau. Bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Audrey, merci et bon après-midi à tous les téléspectateurs. Voilà. Surtout bon après-midi à mon homonyme. Oui, depuis qui nous regarde certainement, à la maman voilà. De l'homonyme, aux parents à de l'homonyme déjà, voilà. Qui nous regarde depuis le Burkina Faso. Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai dit que j'avais un journaliste, Paul Maël, sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue. Bienvenue, bon, j'allais dire bienvenue à vous aussi. Bon après-midi Audrey, merci infiniment et très bon après-midi à tous vos nombreux téléspectateurs. Voilà, j'aime bien ce sourire là, on démarre ce débat dans la bonne humeur, comme d'habitude, j'aime bien. Tu aurais pu me dire bienvenue aussi, je prends, il n'y a pas de problème. Alors Monsieur Somo, bon après-midi et merci d'être parmi nous cet après-midi. Oui, bonsoir Audrey, je suis très heureux une fois de plus d'être sur ce plateau aujourd'hui. Je voudrais en tel lieu et place saluer mon collègue consultant de l'autre côté, Monsieur Zinga Angoula, qui doit déjà être devant son petit écran. Ouais, il est en et je voudrais lui envoyer un petit message. Je n'ai pas encore répondu à son message pour des raisons indépendantes de ma volonté. Lui et moi, on s'est très bien compris. D'accord, ok. Alors on fait un coucou à Zinga Angoula, bien évidemment, qui est en train de nous regarder et qui va certainement intervenir tout au long de cette émission. C'est notre deuxième consultant. Voilà, le consultant de l'autre côté, comme j'aime bien le dire. Alors, Monsieur Somon, on va commencer par la définition du terme avortement et même viol aussi. On va définir les deux termes. C'est quoi un avortement, c'est quoi un viol? Bon, c'est vrai que le concept de viol, nous l'avons déjà utilisé à profusion ici sur ce plateau. Nous l'avons défini de long en large. Et à ce moment, nous avons utilisé, nous sommes partis du fait que chaque individu a un champ de liberté. Un champ de liberté dans lequel il se déploie de façon constante et de façon permanente. Et pour y accéder, pour accéder à ce champ de liberté qui, généralement, lui, est intime, il faudrait requérir une permission. Alors, à partir du moment où on accède à un domaine réservé à un individu sans sa permission, on est ici, on le fait en violation des règles ou en violation des principes qu'un individu s'est donné volontairement. Et dans le cas spécifique du viol, qui est en fait une forme réduite de la violation, en fait, le viol concerne un acte sexuel ou un acte intime posé sans au préalable le consentement du partenaire. D'accord. Donc c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec un individu sans son consentement. Voilà, c'est le viol. D'accord. Maintenant, l'avortement, les spécialistes vont parler d'interruption volontaire ou non d'un processus de procréation. C'est-à-dire qu'en principe, on sait que l'enfant qui naît le devient après qu'il y ait un acte sexuel à la base, qu'il y ait ensuite une gestation et qu'enfin qu'il y ait ce qu'on appelle la délivrance ou vous voulez l'accouchement. Bon, mais maintenant, ce processus, s'il est interrompu à un moment donné, on parle d'avortement. L'abréviation pour le cas d'avortement volontaire, on appelle les IVG, interruption volontaire de la grossesse. Il peut avoir INVG,
interruption non volontaire d'une grossesse. De la grossesse, voilà. Oui. C'est cela qu'on peut appeler avortement globalement, de façon prosaïque. D'accord. Alors, suite à un viol et à la découverte d'une grossesse conséquente, quelles sont les réactions possibles de la victime, Madame Tuala? Colère, confusion, culpabilité, dégoût ou même amour? Alors, il faut dire que tous ces sentiments sont mélangés. Et évidemment, la déclinaison viendrait du fait que, voilà, finalement, est-ce que l'acte qui a été posé, même si il n'est pas élogieux, reste quand même un acte qui psychologiquement atteint la personne. Cependant, il faut voir, parce que d'entrée de jeu, je vais peut-être me prononcer, même si vous ne m'avez pas encore demandé ce que j'en pensais. Ouais, mais bon, j'ai quand même envie de dire que pour moi, l'avortement est à proscrire. Du coup, ces sentiments mélangés, évidemment, si cette personne, évidemment, a la même pensée que moi, elle arrivera autour de ces sentiments mélangés à se dire, ouais, finalement, je vais garder, parce que de toutes les façons, c'est un être humain et on n'a pas demandé à ce qu'il soit là. Lui-même, il n'a pas demandé à être là et il est arrivé naturellement, quoi. Ces sentiments, effectivement, sont là pour la personne victime et il va de soi, quoi. Il va de soi. Maintenant, c'est la suite. C'est la suite qui me semble être un choix entre est-ce que je suis d'accord pour l'avortement ou pas. Voilà. J'aimerais avoir l'avis de Paul Maël sur la même question. Mais moi, j'aimerais d'abord qu'on s'appesantisse un peu sur l'importance et la violence qu'il y a dans un viol. Et je pense que dans la définition, tout à l'heure, M. Somo l'a clairement dit, on accède à l'intimité de quelqu'un sans son autorisation, et parfois en usant de la violence et de la menace. C'est quelque chose d'abord d'assez traumatisant et d'ignoble comme acte qui est posé. À partir de là, les réactions qui sont celles de la victime sont généralement d'abord... Certaines culpabilisent en se disant est-ce que je n'ai pas d'une manière ou d'une autre provoqué ça? Est-ce que mon habillement, est-ce que mon attitude, est-ce que ce n'est pas moi qui suis à l'origine de cela? Et on est dans un environnement où généralement les gens, parce que ici on ne mesure pas encore la gravité du viol, les gens tendent à crédibiliser cette thèse. Quand vous vous faites violer, on vous dit mais vous-même vous vous habillez d'abord comme ça. Et on est dans un environnement où le viol n'est pas encore véritablement admis comme étant un crime. C'est-à-dire que si vous allez dans un commissariat aujourd'hui et dire on m'a violé, on le prend à la légère, comme si vous vous dites on a pris mon porte-monnaie. On le prend à la légère et je disais tantôt sur ce plateau qu'on a même tendance à culpabiliser la victime et à déculpabiliser l'agresseur. Il y a ce problème. Donc généralement les victimes de viol ici n'en parlent pas. Pas seulement ici, mais partout, généralement, elles n'en parlent pas parce qu'on a le regard des autres. Mais ça cause des traumatismes psychologiques très importants parce que les conséquences d'un viol chez les femmes, généralement, vous avez des femmes qui, à vie, ne supportent plus d'être touchées par un homme. Vous en avez même qui finissent par changer d'orientation sexuelle parce que elle en a gardé des séquelles. Donc j'estime que c'est quelque chose de relativement grave et il faudrait s'appesantir beaucoup sur la gravité de cet acte et le condamner comme tel. À partir de cet instant, moi j'estime honnêtement que si à l'issue d'un viol, d'abord le viol en lui-même est traumatisant et qu'il faille que la victime supporte les 9 mois de grossesse en sachant très bien qu'elle portait l'enfant de son violeur, vous imaginez, vous, avec un bébé dans les bras, et vous souvenir que celui qui vous a fait cet enfant, vous avez violé, vous avez menacé en vous le faisant, et en plus, il y a une série de conséquences, je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission, on peut se retrouver véritablement avec un transfert génétique qui fait que l'enfant lui-même devienne plus tard quelqu'un de criminel parce qu'il a les mêmes gènes que son père ou quelque chose dans ce genre. Donc, Monsieur Somo nous dira tout à l'heure s'il y a des risques que l'enfant d'un violeur, on va dire ça comme ça, l'enfant d'un violeur devienne plus tard violeur. Vous allez répondre à cette question tout à l'heure. On aimerait bien savoir. Bon, sauf si vous voulez qu'on y aille tout de suite. Bon, on va d'abord évoluer un peu et puis je vous reposerai cette question tout à l'heure. Alors on sait que la loi camerounaise autorise le viol, l'avortement, pardon. L'avortement en cas de... Ne dites pas que c'est Audrey Nula qui l'a dit. La loi camerounaise autorise l'avortement en cas de viol. Maintenant, est-ce que le fait de tuer l'enfant répare les souffrances de la maman? C'est-à-dire que de la victime. Est-ce que le fait de tuer l'enfant répare et va faire oublier à la maman qu'elle a été victime d'un viol?
Non, disons que le viol, hein, comme Paul l'a si bien dit, hein, le viol s'accompagne d'un certain nombre de conséquences au plan traumatique qui sont parfois même indélébiles. Alors, et du coup, quelle que soit la satisfaction que peut procurer la naissance ou la venue d'un enfant, cela n'empêche pas que plus tard, il y ait le souvenir atroce de cela. Au contraire, l'enfant porte ici en lui la structure traumatisante. L'enfant est ici le symbole d'une situation très très mal vécue. L'enfant porte ici en lui le symbole des moments extrêmement difficiles que la maman a passés. Donc, par une forme de transposition, tout ce qu'on croit avoir en mal chez celui qui était à l'origine du viol est transposé donc chez l'enfant. Et du coup, ça devient un phénomène inconscient. C'est-à-dire que du point de vue de la conscience, parce que la société, généralement, la personne qui a été violée, comme Paul l'a dit, l'a gardée sous silence. La personne vit au fond d'elle-même avec ce secret qui est pesant. Mais en tout cas, puisqu'il le fait pour préserver une certaine image dans la société. Mais maintenant, au plan inconscient, il fait ce qu'on appelle un processus de refoulement d'un certain nombre de frustrations qui, à tout moment, ressurgissent dès lors qu'il n'y a plus le regard de la société qui doit lui interdire de poser un certain acte. C'est-à-dire qu'elle a son enfant en main et lorsque les gens regardent, elle est obligée de jouer. C'est-à-dire de jouer, donner l'impression que c'est un enfant normal et que tout se passe normalement. Mais seulement, lorsqu'elle est à l'abri du regard de la société, en ce moment, la conscience pour le camp ressurgit donc l'inconscient. L'inconscient avec la frustration qui y est et qui va donc se manifester par des comportements qui peuvent être agressifs et qui peuvent aller jusqu'à comment on peut appeler ça, jusqu'à vouloir supprimer la vie à l'enfant. C'est possible, c'est des cas qui arrivent souvent. Donc c'est pour dire qu'en général, du point de vue de la société, la maman joue un jeu parce qu'elle veut conserver une image. Elle veut conserver sa dignité, en quelque sorte. Oui. Mais en réalité, il y a un certain nombre de traumatismes qui sont profondément ancrés dans l'inconscient et qui ressurgissent chaque fois que le regard d'autrui qui joue le rôle de la censure sociale est levé. En fait, la question que je vous posais, c'était de savoir si, au cas où elle ne mène pas cette grossesse à terme, c'est-à-dire qu'au cas où elle avorte, est-ce que le fait d'avorter pourrait lui faire oublier son viol, à votre avis? Pour moi, non. Pour moi, non. Ça ne changera pas son état d'esprit, compte tenu du fait que, évidemment, les deux panélistes l'ont très très bien relevé ici. Le fait d'être atteinte psychologiquement par l'acte, par ce viol-là, le fait de supprimer l'enfant ne change pas ce viol dont on a été victime. D'accord. Alors donc, à mon avis, c'est doublement se censurer, à la limite, parce que faire un avortement, déjà avec tous les risques que ça comporte, ajouter à cela le fait qu'on soit passé par ce traumatisme à l'issue du viol. En fait, c'est un double traumatisme. Tout à fait. Un avortement, c'est un traumatisme. Un viol, c'est un double traumatisme. Tout à fait. Donc, ce n'est pas le fait, finalement, d'avorter qui enlèvera tous ces aspects négatifs que constitue le viol. Problème. Mais dans ce cas-là, que faire alors? Parce que si je vous comprends bien, tel que M. Somo a expliqué, tel que vous l'avez dit, dans les deux cas, ça sera une maman traumatisée à vie. Non, mais quelle est donc la conduite à tenir? Si je veux bien vous concéder que l'avortement est un traumatisme, mais dans ce cas-ci, moi je le perçois plutôt comme une délivrance et non comme un véritable traumatisme. Il faut dire que ici, il permettra tout au moins d'effacer une partie de ce choc qu'on a subi. Parce que l'avortement, le viol n'est pas que psychologique, il est aussi physique. C'est un traumatisme physique que la personne violée subit. Parce que vous savez bien que pour avoir un rapport sexuel avec votre partenaire, il faut un certain nombre de préparations qui fait que votre corps s'apprête à passer à cet acte-là. Quand vous n'êtes pas dans cette préparation psychologique, ça devient traumatisant physiquement d'abord. Maintenant, garder cet enfant est un peu garder la preuve matérielle de ce qu'on a. Et c'est ce que M. Somo essayait de dire tout à l'heure, que toute votre vie, vous allez avoir cet enfant en face de vous. Et vous le savez, il y a dans l'imagerie populaire cette perception qui voudrait qu'un enfant, pour les hommes que vous n'avez pas voulu, vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Oui, bizarrement. Il peut se retrouver effectivement que cet enfant a les traits de son père. Et à chaque fois, vous le regardez, vous le voyez votre violeur. Oui. Et il évoluera au fur et à mesure. On reviendra tout à l'heure, M. Somo, qui connaît bien la psychologie, nous dira
les conséquences qu'il peut avoir si cet enfant a des gènes qui peuvent le pousser à devenir lui aussi violeur. Mais je dis effectivement que garder un enfant comme celui-là, c'est garder la preuve matériel du viol qu'on a subi et avoir ça en permanence comme un fardeau, le traîner en permanence comme un fardeau. Donc, à votre avis, il faudrait ne même pas mener cette grossesse à terme, hein? Non, non, ce n'est même pas, pour moi, ce n'est même pas envisageable. Justement, Paul, et là, je vais un peu me situer en antithèse de ce que vous dites, ou bien apporter un peu de la retenue par rapport à la thèse que vous défendez, parce qu'il faut qu'on parte sur une base. La base, c'est considérer l'avortement comme un acte délictuel. Parce qu'il y a des femmes pour lesquelles l'avortement n'est pas un acte délictuel. C'est-à-dire que ça se situe dans un fonctionnement normal. Il y a des femmes pour qui, il n'y a pas de femmes, il y a des personnes pour lesquelles se faire avorter est un acte comme n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez une blessure et vous l'avez soignée ensuite. Bon, il y en a comme ça qui, sur une année, vont te prendre 2-3 grossesses, vont en interrompre. Elles ont pris 3 grossesses, mais en ont interrompu 4. Parce qu'elles en ont interrompu qui étaient même imaginaires. Bon, alors, et du coup, on se retrouve donc dans une situation où, lorsque il arrive qu'ils prennent une grossesse au détour d'un viol, il a posé il n'y a pas de délivrance. Hein, il ne s'est pas délivré en quelque sorte. Il a juste posé un acte qui relève de la normalité. C'est pourquoi, en fait, nous ne pouvons pas, au préalable, dire que on se fait une double peine. C'est-à-dire que ce n'est pas une double peine pour certaines personnes que de prendre une grossesse à la suite d'un viol et de se faire avorter. Au contraire, se faire avorter, c'est un acte normal qui est venu juste vous délivrer de votre situation. Ça dépend donc de l'état social, hein, appelons ça comme ça, du jugement, hein, que la femme qui porte une grossesse de ce type se fait, elle se situe dans quel strate elle se situe? Dans la strate de la normalité, de la normalité d'une IVG, c'est normal, ou dans la régularité ou dans l'irrégularité. Voilà tout ce qui peut contribuer à définir l'attitude que la maman aura. Que la victime adoptera. Oui. Comment annoncer un enfant qu'il est issu d'un viol? Moi, c'est la question qui me taraude l'esprit. Comment annoncer un enfant pour celle qui décide de garder son enfant, hein, c'est-à-dire de mener sa grossesse à terme? Comment? Je ne vais même pas vous poser la question, parce que pour vous, c'est un enfant qui ne devrait même pas naître. Mais en même temps, c'est un innocent. Hein. Non. C'est supprimer la vie à un innocent, quand même. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je m'insurge, je vais déplaire à certaines personnes qui vont me trouver assez, je ne sais pas, peut-être déplacé, mais je le dis, je m'insurge contre le fait qu'on ait la conception du bonheur des enfants sous prétexte qu'ils n'ont pas demandé à être là, et que ce bonheur des enfants passe par le sacrifice des parents. Je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Je pense que le bonheur des enfants est subordonné au bonheur des parents. Je vais vous prendre un exemple pour vous dire pourquoi je dis ça. Dernièrement, j'ai suivi un débat à la télévision sur une chaîne concurrente à la vôtre, où on parlait du divorce. Ouais. Et pendant tout le débat, ça durait 1h30, pendant tout le débat, on n'a fait que parler du traumatisme que vont subir les enfants, des enfants qui vont souffrir de ceci, des enfants. À aucun moment, aucun des panélistes n'a évoqué la douleur et la souffrance des deux parents qui divorcent. Parce que quoi qu'on dise, c'est une épreuve difficile de se séparer de quelqu'un avec qui on a partagé sa vie. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, je dis, je refuse qu'on considère, sous le prétexte que cet enfant n'a pas demandé à naître et qu'il est innocent, qu'on considère que cet enfant-là doive à vie traumatiser celle qui le porte, qu'elles doivent subir ça à vie. Et même dans la Bible, pour ceux qui sont foncièrement chrétiens, on se rend compte qu'à un moment donné, quand Dieu a voulu punir l'Égypte, quand le pharaon a refusé de laisser partir son peuple, à un moment donné, il a été obligé de frapper les enfants, qui eux n'avaient rien à voir là-dedans, mais il a frappé les premiers-nés de chaque enfant égyptien pour les faire partir. Donc je pense que même au niveau de Dieu, il est admis qu'à un moment donné, les enfants puissent payer des fautes de leurs parents. Et encore que je refuse qu'on mette sur la balance une femme qui est faite de chair, de sang et d'une charge émotionnelle précise, qui est dans un environnement, qui a des gens qui l'aiment et qu'elle aime, qu'on la mette sur la balance avec une boule de sang. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, je voudrais même poursuivre. Je voudrais poursuivre dans la logique. C'est ce que c'est. Non, c'est ce que c'est. Juste, on connaît tous comment le fœtus évolue. Les 2 ou 3 premiers mois, c'est encore une boule de sang. C'est clair, Paul. Tu as raison, s'il te plaît, Audrey. Je voudrais dire tout simplement, pour étayer ce que Paul dit, qu'en tout cas, un enfant est l'aboutissement d'un projet volontairement construit par un homme et une femme. Donc, en réalité, ils ont projeté donc... ils ont mis ensemble ce projet
qui aboutit à la naissance de l'enfant et qui devrait constituer une source de joie, une source de fierté. Alors, si ce projet n'est pas conforme à cette construction, et là, pour ne pas mener ce projet, on ne peut pas imposer donc à une femme un projet qu'elle n'a pas consenti. Autant mieux donc l'interrompre tout de suite. Les hommes d'église vont dire non, ce n'est pas bien, un enfant quand il est né, il n'a pas demandé à venir, mais dès qu'il est là, non mais le bonheur des parents est concomitant de celui de l'enfant. Et compte tenu de des conséquences que nous venons tous d'évoquer, qui vont affecter à la fois les parents et l'enfant, des conséquences au plan conscient et au plan inconscient, il vaut mieux, pour le bien-être et le bonheur de tous, poser l'acte qui permettra qu'en réalité... Même si c'est un meurtre, c'est ça? Ah bon, Madame Chola, bon, ça, non, mais qu'on le veut ou pas, il faut appeler le chat par son nom. C'est un meurtre. Vous n'êtes pas d'accord? Vous me dites non, non. Excusez-moi. Une boule de sang, je suis désolée, c'est déjà un être humain. Vous ne pensez pas? C'est quand même costaud. C'est quand même costaud d'assimiler un être humain, un être qui est en train de devenir complètement humain, à une boule de sang. Excusez-moi, mais je ne partage pas cet avis. Alors, ce que je vais dire ici, c'est que de toutes les façons, qu'on le veut ou non, du moment où le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés, c'est un être qui commence à germer, permettez-moi l'expression. Cependant, j'estime que ce serait quand même ne pas tenir compte de l'aspect après avortement qu'on fait. Voyez-vous, l'avortement a des conséquences, on va dire, à grande échelle, à des grandes dimensions. Voyez-vous une dame qui va faire un avortement suite à un viol et que finalement ne fait plus d'enfant après? Est-ce que vous pouvez imaginer son état psychologique? Tous ces paramètres doivent être pris en compte. Parce que de toutes les façons, évidemment, c'est... Peut-être qu'elle regrettera toute sa vie d'avoir avorté cet enfant. Vous imaginez l'état d'esprit de cette personne. Celle qui ne peut pas avoir d'enfant, bien qu'elle ne se soit jamais fait avorter. Ça, c'est autre chose. Dès le départ, elle ne peut pas avoir d'enfant, vous ne pensez pas? Parce que de toutes les façons, voyez, la finalité me semble la même. C'est-à-dire que la finalité, c'est qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Et puis, il faut dire que l'avortement aujourd'hui, c'est une pratique médicale banale. Je ne suis pas médecin, mais je sais qu'aujourd'hui, vous êtes une femme, vous êtes enceinte vous êtes enceinte de 4 à 8 semaines. Vous allez voir un médecin. Vous sortez de votre bureau à 11 h, vous prenez la pause à midi, vous allez, vous faites avorter et vous revenez travailler dans l'après-midi normalement. L'avortement est dangereux quand il est pratiqué dans des conditions comme on sait, où on va voir le premier charlatan du coin ou l'infirmier diplômé du quartier qui vous fait un truc complètement bizarre. Si vous voyez un vrai médecin, un vrai gynécologue, il sait pratiquer un avortement dans de bonnes conditions. Ce que je voudrais qu'on n'oublie pas un aspect de la chose. Monsieur Somo a évoqué quelque chose tout à l'heure qui me semblait pertinent, c'est que l'avortement au départ est délictuel. Personne n'encourage un avortement, c'est-à-dire que c'est un délit puni par la loi. Mais la loi fondamentale de notre pays, comme dans plusieurs pays du monde, encadre l'avortement et précise dans quel cas une femme a le droit de se faire avorter par un suivi médical. C'est-à-dire qu'en cas de viol, en cas d'inceste, au cas où la grossesse met en péril la vie de la mère. Et c'est là où je voudrais revenir à ce que je disais. Au cas où la grossesse met en péril la vie de la mère. Ça veut dire que même la loi considère que sur le plan médical, il faut privilégier la vie de la mère à celle de l'enfant. C'est comme si vous me dites que l'enfant n'est pas prioritaire. L'enfant doit être une priorité. Non, c'est comme si vous me dites, et M. Somo et moi sommes les hommes sur ce plateau, votre femme est en salle d'accouchement, le médecin sort de la salle, il vous dit, monsieur, il y a des complications, on ne peut avoir que soit la mère, soit l'enfant. Je vois très mal un homme dire, sauver l'enfant et laisser partir mon épouse. C'est pas possible. Il n'y a pas d'homme qui puisse dire ça. Tous les hommes du monde vous diront, sauver ma femme. Or là, on est en train de parler d'une grossesse qui est à terme, donc un enfant qui est normalement déjà constitué, donc considéré comme un être humain. Mais tout le monde ne vous en voudra pas de dire au médecin, sauver mon épouse et laisser passer l'enfant. Donc je pense que ici, moi je réitère, la vie, la santé psychologique et physique de la mère, pour moi, sont prioritaires. Mais si on est un peu chrétien quand même, hein, l'Église est contre l'avortement. Hein. Je pense que nous sommes tous chrétiens ici. Nous avons l'Église. L'Église est contre l'avortement. N'oubliez jamais une chose, chrétien ou non, ça l'Église apporte un point de vue. L'Église apporte un point de vue à une situation sociale. Ce point de vue peut être contredit par d'autres points de vue, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un athée ou un autre qui est un machiavéliste par essence, vous diront qu'en réalité, il y a plus important
que cet acte, c'est-à-dire qu'en réalité, l'acte d'avortement ne représente absolument rien devant ce que Paul a appelé la santé physique, la santé psychologique des personnes qui en sont des géniteurs. Nous pouvons donc, à partir de là, penser que il y a des dispositions, même du point de vue de la loi, qui ne sont pas conformes à des dispositions de la Bible. Bon, mais maintenant, il y a entre ces différentes dispositions le bon sens qui n'est pas forcément la chose la mieux partagée, qui est la chose la plus vraie. Est-ce que le bon sens s'appuie sur quoi? Le bon sens s'appuie sur ce qu'on appelle l'intérêt des individus. Ce qui est conforme à l'intérêt des individus est conforme au bon sens. Et du coup, pour cette situation, nous pensons que toute la pathologie que peut transporter un enfant né d'un viol, cette pathologie est si grave qu'elle ne vaut pas que la vie de cet enfant ne représente rien par rapport à ce qui... Parce que l'enfant qui est né, qui vient d'un viol, c'est une preuve supplémentaire que cette fille est extrêmement féconde. C'est-à-dire que il y a quand même une coïncidence de beaucoup de faits en même temps. C'est-à-dire que l'affaire s'est passée quand? L'affaire s'est passée, c'est une affaire, je vois, les viols, c'est les affaires d'une seconde, parce que très rapidement, le gars, parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut être rappelé. Et puis la femme qui se débat généralement et tout, sauf si elle est consentante aussi à un moment donné, parce que dans la suite, les choses peuvent ne plus devenir un viol, même si ça a commencé par un viol. On peut prendre goût, c'est ça? On ne sait jamais. Je ne suis pas d'accord. On ne sait jamais. Bon, disons, un viol, c'est un viol. Un viol, donc. Si ça a coïncidé que cette femme, à ce moment, a pu prendre donc une grossesse, ça veut dire en clair que lorsque les conditions seront clairement établies, bien posées, cette femme pourrait plus tard concevoir. Donc, je suis pour qu'on interrompe très rapidement, et du coup, la femme, qu'elle soit soignée psychologiquement et physiquement, et que très rapidement, elle se mette avec un gars là, qui lui file un enfant très rapidement, et puis on oublie très vite. Qui a un suivi. Alors, je vais quand même je voudrais juste, Audrey, avant qu'on continue, je prends 30 secondes pour préciser que nous parlons de viol, en considérant que Monsieur X, qui ne connaît pas Madame Y, la rencontre dans un coin obscur et la violente et passe à l'acte avec elle. Mais le viol également, on peut retrouver... on peut parler de viol dans le cadre de la vie conjugale. C'est-à-dire que vous rentrez le soir, votre épouse n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel et vous avez un rapport sexuel forcé avec elle. C'est vous l'en imposez. Est-ce que cet enfant doit... Oui, dans ce cas... Pour moi, le viol, c'est le viol. Un viol, c'est un viol. Non, le cas d'un couple. Oui, dans le cadre d'un couple, le viol, c'est le viol. C'est-à-dire que j'estime que pour avoir un rapport sexuel avec mon épouse, il faut que nous soyons tous les deux consentants et que nous soyons préparés à le faire. Absolument. Si je lance un soir, après que nous nous soyons disputés la veille et qu'elle n'a pas envie et que je la force, parce que là aussi, c'est l'usage de la force pour accéder à l'intimité de quelqu'un sans autorisation. C'est un traumatisme physique et psychologique qu'elle subit. Ça peut lui faire perdre le goût du rapport sexuel. D'accord. À partir de cet instant, dans ce cas-là, elle tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, la même chose s'applique. Elle a été victime d'un viol. Si elle estime qu'elle ne peut pas garder cet enfant, je n'ai aucun... Pour moi, je trouve que c'est la même chose. C'est le viol. Un enfant, Paul, un enfant doit toujours venir dans un moment d'entente, de cordialité, d'harmonie, de symbiose. C'est dans ces conditions. C'est seulement sous ces conditions que l'enfant qui naît se porte bien. En fait, la plupart des enfants qui sont nés dans des conditions difficiles, en réalité, en psychologie, on l'a démontré, portent en eux, n'est-ce pas, les gènes des conditions dans lesquelles ils ont été conçus et des conditions qui les ont fait venir. Et généralement, c'est des enfants qui vont développer plus tard. Et la barbarie, et c'est des enfants qui plus tard sur le plan du comportement, parce qu'il y aura une transposition volontaire ou non, mais une transposition au plan inconscient, n'est-ce pas, de toute la charge pathologique qui est née du moment, de l'instant où sa création a été décidée. D'accord, je vais quand même poser une question. Je vais reposer ma question à Mme Tchouala. Ça ne sert à rien que je la pose à Paul Mayel, parce qu'il est clair là-dessus, il ne tâtonne pas. Un enfant issu d'une grossesse, issu d'un viol, ne doit même pas aller jusqu'à terme. Alors, Mme Tchouala, doit-on pas... Après, M. Somo va répondre. Doit-on pas annoncer à un enfant qu'il est issu d'un viol? Et puis, si oui, comment le lui annoncer? Alors, il faut quand même noter que c'est assez difficile d'envisager d'informer l'enfant qu'il est né à l'issue d'un viol. Parce qu'il faut quand même noter l'état psychologique de l'enfant après l'annonce de la nouvelle. Il faut dire quand même qu'un enfant qui se retrouve
déjà né à malheureusement, qu'on le veut ou non, hein, ça a un impact sur l'enfant, même si le parent doit s'investir pour canaliser les énergies, parce que bon, c'est vrai, ils ont dit tantôt, hein, forcément, il y a quelque part un impact. Cependant, on fait un choix, celui de mettre l'enfant au monde, et donc on s'investit davantage pour canaliser l'enfant. Alors, à l'imaginer que, voilà, finalement, on puisse dire à l'enfant que, ouais, t'es né parce que, finalement, à l'issue d'un viol, il faut dire que ça a un impact doublement non, on ne devrait pas le dire, psychologique. Je pense qu'il faut protéger l'enfant. Dans ce cas de figure, il faut protéger l'enfant. Garder le secret. Et se dire que seules les personnes, hein, effectivement, qui vont pas dans le sens Madame là. Tchouala, vous savez à quoi je pense? Vous savez à quoi vous fait penser votre discours? Non, vous savez à quoi? À cette femme, à cette hypocrisie permanente qu'il y a chez les femmes. Hein, chez les femmes. C'est-à-dire que vous avez une femme chez vous, vous avez une femme chez vous, et puis vos enfants, en fait, sont les enfants du voisin. Mais il faut que la femme, si elle doit donc cacher le secret, comme vous le dites, donc il ne faut jamais qu'elle dise protéger les enfants et dire vous êtes les enfants de votre père que vous voyez là. Vous ne... Non. Le choix, la morale minimale nous recommande de dire la vérité à nos enfants et d'assumer. Maintenant, c'est dans quelles conditions est-ce qu'il faut leur dire cette vérité? Comment lui annoncer qu'il est issu d'un viol? Autant vous prenez le temps de dire à votre enfant, à un certain moment donné, lorsque du point de vue psychologique, il a atteint une certaine maturité, vous allez lui dire qu'il n'est pas le père, qu'il n'est pas le fils de votre mari, autant vous allez attendre pour un enfant né d'un viol que vienne la période au cours de laquelle il commence à se poser des questions essentielles. Hein? Parce qu'il y a des moments où l'enfant commence à se poser des questions essentielles sur son identité. Ça c'est le processus d'identification. L'enfant voudrait s'identifier à son géniteur. Et du coup, il se pose des questions. Qui est mon géniteur? Et lorsque cette période commence à arriver, vous commencez à lui présenter progressivement un substitut. Un substitut qui est en réalité une construction dans le type votre père n'est pas là en ce moment, il est en déplacement, il a voyagé pour très longtemps, mais dès qu'il sera là, je te le ferai présenter. Et puis, plus tard, c'est que papa, en réalité, est parti. Bon, puis, progressivement, lui annoncer qu'en réalité, au moment où nous avons décidé, où j'ai voulu te faire naître, ton papa n'était pas d'accord. Puis progresser, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'enfant progresse dans sa maturité psychologique, vous passez par des étapes d'annonce qui aboutissent plus tard à lui faire comprendre, lorsqu'il a peut-être dans les 17 ans, lorsqu'il a peut-être son baccalauréat, il a déjà fait quelques enseignements de philosophie, il connaît ce que c'est que la vie de famille, lui annoncer qu'il est issu. Toutefois, il ne devra déceler dans son attitude une différence de jugement entre lui, par exemple, qui soit né d'une union délictuelle, et un autre enfant qui, lui, est né d'une union, j'allais dire normale, d'une liaison normale. Il faut le dire à l'enfant. Il faut le dire à l'enfant, de façon méthodique et de façon progressive, pas de manière rapport brutale, avec sa maturation psychologique. Ouais, surtout pas de manière brutale. Ah non, surtout pas de manière brutale. Mais le pire ici, c'est de ne pas le lui annoncer et qu'au fin de compte, lorsqu'il vous a acculé avec des questions du type « je veux voir mon père », mais en refusant de lui dire, comme disait Mme Tchouala, c'est peut-être pour le protéger. Hein. C'est une façon de protéger son enfant. C'est pour éviter qu'il soit traumatisé. Est-ce que vous finirez par lui présenter son papa? Pas qu'on le protège. Je pense que fatalement, il le saura. C'est ça que M. Somo veut dire. Fatalement, il le saura, que ce soit vous qui le lui dites, ou alors quelqu'un un jour dans votre entourage, vous vous disputerez un jour avec une de vos cousines qui va vous balancer ça. Donc fatalement, il va le savoir. Oui. Donc tant qu'à faire, il faut trouver le moyen de le lui dire. C'est quelqu'un d'à côté qui viendra le lui dire plus tard. Et quand c'est quelqu'un, en réalité, la haine qu'il aura, il va la haine et toute la charge émotive qu'il a, il va la déverser sur vous, la maman. Voilà, c'est quoi. On va prendre la pub et puis on se retrouve juste derrière.
Voilà, retour dans ce studio. Monsieur Somo, vous avez la parole. Non, j'étais en train d'expliquer la gravité qu'il y a à dissimuler la vérité à un enfant et, comme Paul le disait, que cet enfant l'apprenne de façon incidente. C'est-à-dire que parce qu'un voisin, au détour d'un commentaire, il a pris. Parce qu'en fait, le traumatisme est tel que cet enfant peut aller jusqu'à penser à se supprimer. Hein? Il y en a ceux qui seront plus forts psychologiquement, penseront à supprimer leur maman, et ceux qui sont plus fragiles encore le feront doublement, c'est-à-dire que chercheront à tuer cette maman qui leur a caché la vérité et chercher à se tuer. Parce que par l'acte de se tuer, l'enfant ne veut pas se supprimer à lui-même la vie, il veut supprimer la vie à la personne qui lui a donné. En fait, ce n'est pas lui qui se tue, il tue la personne qui a agressé sa mère et qui a fait qu'il vienne au monde. Dans tous les cas, et j'insiste là-dessus, c'est la chose la plus délicate. Il y a une méthodologie appropriée et qu'il faut le faire parfois en faisant recours à des spécialistes, c'est-à-dire des spécialistes dans un cabinet de psychologie qui progressivement peuvent vous dire quel est le moment précis qui convient avec quelle étape de la maturation psychologique de l'enfant coïncide avec la nécessité de lui dire la vérité. Et vous les femmes, je crois que la plupart des femmes traînent en elles un secret qui leur pèse tout le temps. Et j'en suis toujours à me poser la question où est-ce que les femmes puisent cette force du mensonge. Monsieur Somo, vous tirez sur les femmes, là, tout comme vous les hommes aussi. À un moment donné, elles soient capables d'avoir un enfant dans leur maison toute une vie et de le laisser jusqu'à la fin. Monsieur Somo, vous ne comprenez vraiment pas. C'est comme l'homme qui est marié, qui vit avec une femme à la maison, pourtant a une deuxième femme quelque part et la femme n'est pas au courant. Comment cet homme arrive à garder le secret? Donc, je peux comprendre que vous ne compreniez pas, parce que vous n'êtes pas une femme. Ah ouais, d'accord. Dévoilez-nous donc le secret ici sur ce plateau. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est non, mais les secrets, monsieur Somo, vous avez arrêté. Les femmes ont des secrets, les hommes aussi ont des secrets. Non, ce que je veux dire, Tout le monde a des secrets. Mais voilà. Pas ce type de secret. Pas ce type de secret. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une histoire de qu'est-ce que les femmes ont. C'est pas une histoire de qu'est-ce que les femmes ont à garder le secret. Non, ça n'a rien à voir. Voyez-vous, une femme, elle n'est pas évidemment constituée comme un homme. Cependant, la charge émotionnelle qu'a une femme, qu'elle transmet effectivement à l'enfant, est assez délicate. Et donc, on est dans l'esprit, pour toutes les femmes, évidemment, les téléspectatrices qui m'écoutent en ce moment, savent combien il est délicat de pouvoir pousser un enfant dans un état psychologique, même involontairement. Ça veut dire qu'on va toujours dans le sens de ménager l'enfant, de le protéger. Au maximum. En fait, je veux dire, à la limite, on le protège de tout ce qui peut venir de l'extérieur, même si l'extérieur peut être la famille en réalité. Non, madame, donc, vous assaisonnez de façon permanente une bombe qui finit toujours par exploser. C'est au détour d'un petit commentaire entre des voisins, c'est au détour d'un incident parfois mineur que l'enfant finit par apprendre la vérité. Parce que vous avez dit tout à l'heure que généralement la femme qui a été victime d'un viol, qui a eu un enfant issu d'un viol, n'en parle pas. Donc, il faudrait déjà que les voisins soient au courant. Généralement, la femme, elle se comporte comment dans la société, n'en parle pas, elle le cache. C'est ce que vous avez dit ici. Mais elle dissimule. Elle dissimule. Non, mais il y a des cas où elle le dissimule, il y a des cas où ça se sait. Mais je pense que de toutes les façons, toutes les femmes le savent. Il y a toujours quelqu'un à qui vous confiez un secret et qui finit par se révéler. La question qui se pose, Audrey, au niveau de faut-il lui dire ou pas, se pose pas seulement dans le cas d'un viol, ça se pose aussi dans plusieurs autres cas. Faut-il dire à un enfant qu'il a été adopté? Faut-il dire à un enfant qu'il est atteint du virus du VIH. Là aussi, c'est des choses, c'est des problèmes. Et M. Somo fait bien de le relever parce que j'étais dernièrement au Bénin, où ils ont mis sur pied toute une équipe psychologique qui est chargée de prendre en charge les enfants atteints de VIH et leur expliquer progressivement, jusqu'à arriver à un moment où la maturité psychologique de l'enfant lui permet de comprendre ce qu'il a. Parce que vous avez un enfant qui naît, chaque jour il doit prendre des médicaments. On ne lui dit pas ce que tu as. On ne lui dit pas pourquoi il ne peut pas faire ci avec ses camarades, pourquoi il ne peut pas faire ça, pourquoi est-ce qu'il va pas chez le coiffeur normalement comme tout le monde, pourquoi est-ce qu'il a sa tondeuse à lui alors que ses frères vont chez le coiffeur. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut finalement, à un moment donné, réussir à lui dire. Parce que, quels que soient les cas, cet enfant-là aura besoin d'un référent identitaire à un moment donné pour savoir d'où il vient. Vous avez souvent vu des gens qui ont 60 ans et qui se lèvent un jour, qui se disent « on m'a dit que mon père venait de tel village » et qui arrive dans votre village, vous dit qu'on m'a dit que mon père vient ici, il va voir sa tombe. Ça veut dire que fatalement, un jour, il cherchera à savoir. Et il vaut mieux qu'il l'apprenne de votre bouche de façon graduelle que de l'apprendre accidentellement un jour.
Alors, est-ce que l'enfant issu d'un viol a une chance de mener une vie normale? C'est-à-dire que, est-ce que ça pourrait être un enfant équilibré, épanoui, heureux dans sa future vie? Non, ce qu'il faut savoir, et ça vous me poussez à répondre à la première question, celle de savoir si l'enfant peut porter les gènes du violeur. J'ai dit que le développement de l'enfant sur le plan de sa conduite sociale est une conjugaison de plusieurs facteurs. Des facteurs qui sont génétiques, parce que forcément et fatalement, il y a un certain nombre de gènes qui se transmettent de père, de mère en fils-fille. Mais il y a aussi un certain nombre d'attitudes qui sont dictées par l'environnement social dans lequel l'enfant est en train de grandir. Donc, du coup, en fonction du ressenti permanent de l'enfant, il sait s'il est accepté ou non au sein de sa structure familiale. Bon, c'est pourquoi je dis il y a certaines attitudes de la maman qui sont en marge de la société, qui peuvent faire qu'à un moment donné, l'enfant ressente très rapidement un certain rejet. Et dès qu'il ressent ce rejet, forcément, cela va avoir des conséquences sur sa façon de se conduire. En clair, lorsque par exemple, l'enfant est resté seul avec sa mère lui a lancé un mot du style « si tu savais ». Si tu savais. Et donc, il y a un questionnement permanent qui fait que l'enfant, dans ses attitudes, devient assez réduit. C'est-à-dire qu'il pose pas certains actes et se questionne si tu savais quoi. La maman, elle a la réponse, l'enfant n'en est pas. Donc, il y a des actes qui accompagnent le vécu quotidien de l'enfant, qui font que dans ses attitudes, il va forcément ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi nous disons qu'une fois qu'il connaît la situation qui est clairement la sienne, il peut trouver une explication à chaque attitude que la société, les parents ou les amis peuvent avoir vis-à-vis de lui. Et du coup, à partir de ce moment, s'assumer. S'assumer, c'est-à-dire avoir une base sur laquelle il peut se positionner dans la société, comprendre les autres et trouver un moyen de s'épanouir. Voilà ce qu'il faut dire là-dessus. Ok, on va lire quelques messages. Alors, on a Joseph Numbisi Wambo qui nous envoie ce message. Dans sa nouvelle famille, donner à cet enfant l'amour. Ok, je pense que c'est la suite de son premier message. Alors, il y a Antoine qui envoie ce message. Le viol est un crime qui doit être puni. Au crédit de la Bible, les auteurs d'avortement devront répondre d'avoir interrompu la vie donnée par Dieu. Voilà. Aucun enfant, Joseph Numbisi Wambo, aucun enfant ne comprendra jamais qu'il soit issu d'un viol. Autant lui dire que le père n'a pas cru en l'amour qui aurait pu exister entre vous deux et a préféré prendre la poudre d'escampette. Alors, là, une fois de plus, c'est un gros mensonge. Et quand ça vient de la part d'un homme, je me dis que c'est extrêmement grave. Parce qu'en fait, le combat est celui-là. C'est lui qui consiste à dissimuler la vérité pour la substituer. Et lorsque l'enfant l'apprend plus tard... Dissimuler la vérité pour protéger peut-être l'enfant? Non, justement, ça c'est une bombe qu'on est en train d'agrémenter. Et lorsqu'elle finit par exploser, personne ne peut plus la contrôler. Voilà. Il vaut mieux la désamorcer très tôt. Notre message, Zingangoula, votre collègue. Mon collègue. Votre confrère. Voilà. Alors, Paul Maël, monsieur Paul Maël, on ne peut et on ne pourra jamais tout cacher ou même tout dire à un enfant, fût-il issu d'un viol ou alors issu du mariage le plus paisible qu'il soit. Voilà. Alors, Joseph Numbisi Wambo, Madame Chouala, la bombe explosera si l'enfant devient un génie, car le géniteur viendra réclamer son bien. C'est quand même gros, ça. Le violeur venir réclamer son bien. On continue avec les messages. Mais si, ce n'est pas si faux que ça. Ce n'est pas si faux que ça. Il y a des enfants qui sont comme ça, issus d'un viol. Nous avons parlé de deux types de viols. Des viols dans le ménage, des viols à l'extérieur. Il y en a souvent, il y a des bourreaux qui finissent par suivre les pistes de leurs victimes. Ils voient leur progéniture grandir, ils se mettent à l'affût. Et lorsqu'ils voient que leur progéniture prospère, en ce moment, ils refait surface, ils disent c'est vrai que tu es né d'un viol de ta mère, mais en réalité, tu es quand même né, voilà ce que tu es devenu. Et ton géniteur, c'est moi. Ça, c'est des cas qui peuvent arriver. Alors, on a Antoine qui revient. Ôter la vie est proscrit par la Bible. Où est l'homme de Dieu sur le plateau? Tu ne tueras point, mais une boule de sang. Même une boule de sang.
Paul Maël. Alors, moi, je voudrais juste réagir. L'homme de Dieu, on l'attend toujours. Hein, je voudrais juste réagir on espère qu'il va finir par à... arriver. J'entends beaucoup parler de la Bible. Oui. Je voudrais apporter deux précisions. Parce que la Bible est contre l'avortement. Alors, moi, je voudrais apporter deux précisions. Oui. Première chose, il y a sur cette planète 7 milliards d'individus, il y a 1 milliard de chrétiens. Donc, il y a 6 milliards de personnes qui ne connaissent pas la Bible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que 3 ou 4 générations avant votre grand-père, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas Dieu. Du moins sous la forme judéo-chrétienne telle qu'il nous est présentée aujourd'hui. Le viol et l'avortement sont antérieurs à la Bible. Donc, comment on faisait avant quand une femme était violée? Comment on faisait avant quand une femme se faisait avorter? L'avortement existait avant que la Bible n'arrive, avant que Dieu, sous la forme judéo-chrétienne telle qu'il nous est présentée aujourd'hui, arrive. Donc, il faut que les gens prennent ça en compte, parce qu'on parle de Bible et de chrétiens comme si la planète entière était chrétienne. Ce n'est pas le cas. Il m'est arrivé à Bruxelles, c'est Zingangula, il m'est arrivé à Bruxelles d'interroger une Rwandaise qui a un enfant issu d'un viol. De son point de vue, ce sont ses convictions religieuses et l'instinct maternel naturel qui a orienté son choix. Voilà. Joseph Numbisi Wambo, qui revient une fois de plus, la période féconde ne dure pas une vie. Femme de grâce, réservez-la au mouilleur qui est votre voisin de lit. D'accord. Un autre message. Vous n'avez pas besoin de dire, c'est encore Joseph Numbisi Wambo, hein, vous n'avez pas besoin de dire à votre fils qu'il était le fruit d'un viol, ou alors raconter aux enfants normaux les étapes sexuelles qui ont conduit à leur fabrication. L'intimité est lieu de secret. Alors pour Joseph Numbisi Wambo, il ne faudrait pas le dire. Voilà. C'est un secret de polichinelle. Hein. Alors, il finira par l'apprendre. Zingangola, peut-on engager la responsabilité morale de la mère violée, ce alors que les conditions sanitaires en pareilles circonstances ne sont pas réunies pour un avortement? C'est une question qui nous pose. Elle est même plus large que ça, parce que engager la responsabilité morale de la femme, bon, Paul a très bien dit quelque chose au début, hein, à savoir que dans l'imagerie populaire, dans la conception même de notre société, chaque fois qu'une femme a été violée, la première chose, c'est qu'en réalité, elle l'aura voulu. C'est-à-dire que quelque part, comment se fait-il qu'elle se soit retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, en ce moment-là? Bon, généralement, on estime qu'il y a quand même une part de responsabilité du viol. Il ne faut pas seulement parler du viol de la femme, hein, il y a également le viol de l'homme, hein, parce qu'il y a... Depuis là, nous parlons... Non, c'est au contraire les cas les plus fréquents. Vous ne savez pas... Parce qu'on n'en parle pas. Parce qu'on n'en parle pas. Nous, les hommes, nous sommes tellement timides à un moment donné que quand tu te fais violer par une femme, tu te dis, en réalité, je suis faible au point de me faire violer par une femme. Donc c'est réciproque. La responsabilité de celui qui a été violé est d'une façon ou d'une autre. Vous souriez, ça veut dire que vous êtes conscient que vous êtes en train de dire un gros mensonge. Madame Chouala. Si vous me permettez, je voudrais rebondir sur ce que M. Somo venait de dire tantôt. Oui, peut-être que les hommes se font violer, effectivement, et qu'on n'en parle pas. Mais ce cas de figure, je ne pense pas que ce soit un cas de figure dans lequel, finalement, la femme arriverait à supprimer sa grossesse. Parce que si c'est elle qui allait violer l'homme, pourquoi est-ce qu'on devrait parler d'avortement ensuite? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, ce que je veux dire ici, c'est que généralement, les avortements surviennent de quoi? Les avortements surviennent d'une grossesse qu'on n'a pas désirée. Cette femme peut aller violer cet homme pour rechercher un plaisir sexuel sans avoir derrière des intentions de procréer. Et se retrouve enceinte et décide que cet enfant, je ne l'ai pas désiré. Un enfant qu'on a voulu, on ne se le fait pas avorter de gaieté de cœur. Maintenant, je voulais revenir juste sur un aspect que vous avez également évoqué, là, celui qui parlait de la responsabilité de la femme quand la grossesse est pratiquée dans des conditions. Je voudrais dire que lors du deuxième sommet des chefs d'État de l'Union africaine au Mozambique, à Maputo, on a voté ce qu'on appelait le protocole de Maputo qui régit justement dans son article 4 l'avortement dans ce genre de cas. Quand une femme se fait violer, la loi prévoit que vous allez consulter un médecin qui atteste de ce que vous avez été violé. Parce que c'est possible, puisque le corps a subi un traumatisme et le médecin peut attester effectivement que dans ce cas-ci. Il s'ensuit une évaluation psychologique qui est commandée justement par le médecin traitant et au terme de cette évaluation psychologique, on peut estimer que vous n'êtes pas apte ou alors que vous, effectivement, vous ne voulez pas garder cet enfant et que vous ne le pouvez pas d'un point de vue psychologique. À ce moment-là, l'avortement est autorisé par le juge. Et c'est clair, c'est pratique, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Voilà. On continue avec les messages. Hein. Une femme doit avorter de son mari qui l'a violée. Nous savons que culturellement en Afrique, le consentement pour l'acte n'est pas forcément explicite et verbal.
Oui, s'il n'est pas explicite et verbal, il est au moins contenu dans une certaine attitude physique. C'est-à-dire que quand votre épouse vous veut, vous le sentez quand vous voulez. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous la trouvez couchée avec un pagne légèrement relevé. Non, oui, là, de la femme. Non, c'est clair. Nous le savons tous, il ne faut pas qu'on joue à ce jeu. Nous savons tous qu'une femme, ici chez nous, n'a jamais dit au premier coup oui. Et là, c'est à travers une certaine gestuelle qu'elle finit par dire, c'est vrai, quand elle a accepté le premier rendez-vous, vous ne l'avez pas arrêté par le cou. Quand elle accepte d'entrer dans une chambre d'hôtel ou je ne sais pas, vous avez dit oui. Même quand elle y rentre dans la chambre d'hôtel, elle vient habillée d'une certaine façon, c'est qu'elle est consentante sans qu'elle l'exprime. De toutes les façons, tous les hommes le savent. Quand une femme ne veut pas, vous savez qu'elle ne veut pas. Quand elle veut, vous savez qu'elle veut. C'est vrai, il n'y a pas... Elle fait souvent semblant de ne pas vouloir. Mais vous sentez dans son attitude qu'elle veut. Madame Touala le sait très bien, n'est-ce pas, Madame Touala? Vraiment, je me pose des questions quand même. Avec ces hommes, j'ai le sentiment que la femme, finalement, n'est que à la limite sans expression. C'est-à-dire qu'elle est à la limite complètement... je sais pas, moi je manque même des mots pour pouvoir exprimer, pour dire que finalement la femme, elle ne peut pas se comporter en je suis d'accord pour telle ou telle chose. Ça se limite finalement à oui, non, Est-ce oui, que non. vous avez dit oui à votre mari le premier jour et il vous a fait la cour? Un autre débat dans tous les cas. Vous avez dit oui? Monsieur Vous voulez qu'on l'appelle au téléphone? Madame Touala, oui, vous allez l'appeler. Madame Touala, il faut faire un distinguo entre le cas d'une grossesse par contrainte suite à un viol et la grossesse consentie suite à un viol. Dans l'une ou l'autre situation, la mère doit agir. Joseph Nombisi Wambo, les enfants faits avec les voisins sont toujours la photocopie certifiée conforme. Alors mesdames, cherchez votre plaisir. Toujours plus loin, Joseph Nombisi Wambo encore. Monsieur Somo, les enfants issus de viol ne se sentent pas toujours mal dans leur peau. L'environnement familial qui minimise cet état de fait et lui apporte tout l'amour suffirait à le guérir. Exactement. La précision que je vais apporter là-dessus, c'est que, en fait, il y a comme un état de culpabilité permanente qui habite les personnes, une femme par exemple qui vit avec son enfant violé. De peur justement de lui apporter beaucoup de contradictions, fait ce qu'on appelle un surinvestissement affectif en termes de câlins, en termes de cadeaux, et qui finalement devient néfaste pour l'équilibre même de cet enfant. C'est-à-dire que là où il donne 100 francs à un enfant, là il viendra en donner 200. Question de dire pour qu'il ne se rende pas compte qu'il n'est pas un enfant comme les autres. Mais attention, l'enfant finit toujours par se poser des questions. Ça, c'est certain. Oui, allez-y. Monsieur Somo, j'ai quand même le sentiment, quand vous vous exprimez, j'ai quand même le sentiment que vous voulez relever ici qu'un enfant qui est issu d'un viol, forcément, est voué à l'échec. Ah non, ça je ne l'ai jamais dit. Non, personne ne l'a dit sur ce plateau, mais je le dis, lorsqu'un enfant est issu d'une relation délictuelle comme celle-là, il y a toujours dans l'attitude inconsciente des parents des attitudes qui vont faire que l'enfant ne va pas se développer ou ne va pas s'épanouir comme tous les autres enfants, d'une façon ou d'une autre. Oui, je voulais juste dire que, puisque Audrey a décidé sur ce plateau qu'on va au terme de cette grossesse, donc je suis obligé de... Non, je n'ai rien décidé du tout. Moi, je n'ai pas de parti pris. Moi, je vous laisse parler, d'accord? Ce que je voulais vous dire, écoute, je ne défends rien du tout. C'est que la grossesse délictuelle, issue d'un rapport délictuel, ira à terme, d'abord, si et seulement si la victime du viol a la capacité d'aller de transcender le viol et de ne considérer cet enfant comme étant exclusivement un enfant dont fluide, si elle est chrétienne de Dieu, d'un don de Dieu et tout, si elle est capable de transcender le viol qu'elle a subi et de ne plus ressentir comme un traumatisme. Si elle ne réussit pas à transcender le viol et qu'elle garde en elle les séquelles des blessures qui ne sont pas cicatrisées de ce viol-là, forcément, cela va se ressentir dans la relation affective qu'elle aura avec son enfant. Donc il est important que dès le départ, qu'elle ait la capacité psychologique de surmonter le viol qu'elle a subi et de se concentrer sur la grossesse comme étant une grossesse normale. À partir de cet instant, il faut d'abord qu'elle commence à voir son violeur comme étant un homme normal. Et partant, on va commencer à la soupçonner d'avoir peut-être été consentante lors du viol, mais moi je ne vais pas franchir le Rubicon. D'accord, on va continuer les messages à Zingangula. Que dire du cas de l'enfant issu d'une grossesse qui découle d'une forme suivant laquelle sa mère a été violée en marge d'une situation de guerre? C'est la même chose. Un viol, c'est un viol. D'accord. Quelles que soient les conditions dans lesquelles il est survenu. Joseph Nombisi Wambo, Paul Maël, que fait-on de cet enfant s'il devient plus tard un génie,
On continue à le renier ou bien on l'adopte hypocritement? Non, la première chose, moi je disais, on interrompt la grossesse. Puisqu'on part, à partir du moment où on part jusqu'au terme de la grossesse, c'est un enfant qui mérite l'encadrement nécessaire. Et c'est pourquoi je disais qu'il est important ici que la mère ait dépassé la grossesse. Et on va revenir à ce que M. Somo disait, c'est-à-dire c'est l'environnement dans lequel cet enfant va évoluer et le traitement, la relation affective qu'il aura et avec sa mère et avec son environnement, qui en feront un homme bien ou un homme mauvais. Alors, l'enfant, Joseph Nombisi Wambo encore, décidément, l'enfant est-il toujours un être attendu? Un enfant issu d'un viol dans le couple, alors que la femme désespérait d'avoir un jour un enfant, la femme doit-elle se faire avorter? Question très pertinente. Non. Je crois que là, il y a des cas, des exceptions à la règle. Il y a vraiment des cas, il y a des cas exceptionnels. Vous vous imaginez... Mais c'est bien, ça commence à changer. Non, ça ne change pas du tout. En faisant de cela des cas d'exception, nous renforçons l'autre thèse. En fait, lorsqu'une femme a déjà, la cinquantaine ou la soixantaine sonné et qui n'a plus un espoir d'avoir un enfant et que par un incident, par un accident, je ne sais pas comment il faut appeler ça, comme celui-là, il vient comme ça. Mais attendez, tant à dire, elle ira, après que cet enfant soit né, elle va repartir dans le même bosquet pour attendre qu'un autre violeur se manifeste. C'est peut-être de cette façon, c'est possible. Et là, on ne peut pas interrompre ce type de grossesse. Je crois que même le bon Dieu ne peut pas l'accepter. Non, il faut qu'on se comprenne aussi. Il faut qu'on se comprenne aussi bien. Ma position sur ce plateau n'était pas de dire à toutes les femmes qui se font violer, qui en tombent enceintes, il faut de se faire systématiquement avorter. Je disais qu'il y a un certain nombre de préalables pour que vous puissiez poursuivre cette grossesse et que moi, je ne condamnerais pas une femme qui décide, après un viol, de se faire avorter. Maintenant, il revient à la liberté et à l'appréciation de chacune des victimes de décider que moi, je garde mon enfant ou moi, je me fais avorter. Mais je dis en raison de ses convictions. Dans les deux cas, je les respecte. C'est-à-dire que si une femme décide de garder son enfant après un viol, je respecte ça. Si une femme décide de se faire avorter, je respecte ça aussi. D'accord. Zingangoula, précision à M. Paul Maël, indépendamment de tenir en compte que l'avortement est réglementé, il faut dire qu'il reste une pratique que les lobbies catholiques désignent par crime légalisé. Voilà. Joseph Nombisi Wambo. Maël, si une femme aime un homme qui ne le sait pas, que cet homme viole la dite femme pendant sa période féconde, doit-elle se faire avorter puisqu'après tout, il y a eu viol? Il y a vraiment des cas. Et c'est Joseph Nombisi Wambo, à chaque fois qu'il revient avec des cas de figure. Je pense qu'il va vous coincer. Là, il veut vraiment absolument nous coincer. Je crois qu'il a raison de se mettre dans cette posture-là. Oui, parce que c'est des cas qui arrivent. Nous sommes tous d'accord qu'un enfant qui arrive dans des conditions comme celles qu'il évoque là a droit à la vie. Je crois que le bon Dieu lui-même nous comprendrait. Même c'est le diable nous comprendrait aussi dans ces conditions. D'accord. Mais je ne pense pas qu'on arriverait à un viol si une femme est amoureuse d'un type et qui ne le sait pas. C'est-à-dire que quand vous viendrez la violer, vous comprendrez tout de suite que ça va se transformer très rapidement en un rapport sexuel consentant. Si vous le dites. Mais dites-vous que, moi je voudrais quand même qu'on précise que nous parlons, quand on parle du viol, les violeurs en général, quand j'évoquais tout à l'heure le cas du viol dans le couple, ça c'est des épiphénomènes, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand on parle d'un violeur, un vrai, c'est des gens qui sont qui souffrent de troubles psychologiques, M. Somo le sait mieux que moi, et qui ne peuvent atteindre leur plaisir qu'en exerçant la violence. Donc, ce genre de type, si vous êtes même consentant, il va vous laisser partir. Ça l'énerve. Voilà. Un autre message. Il ne prend pas plaisir. Voilà. En fait. Alors c'est clair qu'on voit ce message. Garder un enfant dans ces conditions demande beaucoup de courage. Il y a des femmes assez fortes pour assumer les choses ainsi. Pour les autres, ne les jugeons pas. C'est pas facile comme situation. Zingangoula, l'avortement, même si l'on tient compte que la loi l'autorise dans certains pays, des femmes assez fortes pour assumer, non. Je reprends ce message. L'avortement, même si l'on tient compte que la loi l'autorise dans certains pays occidentaux, est par essence un crime. Fut-il une pratique médicale réglementée à l'usage des gynécologues? On va s'arrêter là pour le moment avec les messages. Alors, pour une femme qui se retrouve enceinte après un viol, comment l'aider justement? Comment l'aider à accepter elle-même cet enfant-là? Monsieur Somo. L'aider, c'est-à-dire que l'enfant a été victime d'un viol.
La femme est victime d'un viol, elle décide de mener sa grossesse à terme, oui, et d'accoucher. Comment l'aider? Parce qu'on sait que ça ne doit pas être évident. Comment l'aider à accepter son enfant? C'est-à-dire aider Comment l'aider à surpasser le traumatisme? Bon, à dépasser le traumatisme. Je crois qu'il faut d'abord une connaissance exhaustive de l'état psychologique de la maman. Il faut avoir une connaissance également de son vécu, de la représentation qu'elle se fait elle-même de cette grossesse. Oui. Et le traitement psychologique ne peut pas être stéréotypé. Il tient compte des dispositions spécifiques de chaque maman, de chaque personne. Bon, de façon générale, en général, de prime abord, on sait que la maman qui a été victime d'une agression sexuelle ou d'un viol rejette d'abord cette grossesse parce qu'elle est le fruit d'une agression. Bon, maintenant, d'abord, lui faire prendre conscience de ce qu'il y a une différence, c'est le processus de différenciation, faire une différenciation entre l'enfant qu'il porte et le bourreau, et son bourreau. C'est la première ligne de conduite qu'il faut adopter, c'est-à-dire amener la maman à faire une différenciation entre l'enfant qu'elle porte et la personne qui en est l'auteur. Et lui faire comprendre que cet enfant n'est pas la reproduction de son violeur, mais que c'est un être singulier et unique qui est venu grâce à une volonté, si ce n'est pas celle de Dieu, mais à une volonté quand même. Ouais. Bon, mais maintenant, il y a un phénomène, il y a des processus d'accompagnement, d'encadrement, parce que chaque fois que la maman sera seule dans son environnement, coupée de la société, sous forme de cauchemar, sous forme de représentation, elle va reproduire son viol et sera à tout moment tentée d'y mettre un terme. Donc, c'est des personnes qui, en général, seront accompagnées tout au long de la grossesse dans des mesures du type elle ne dort pas seule dans une chambre, elle est toujours accompagnée de quelqu'un qui essaie de la distraire. Elle doit vivre le moins de temps possible dans une situation de conscience de son état de grossesse. Et cela se fait à travers un certain nombre de distractions qui font qu'elle ne voit pas le temps passer, qu'elle passe très rapidement de la période de grossesse à celle de la délivrance et celle de l'accouchement. Oui, l'une des solutions aussi serait peut-être qu'elle mène sa grossesse à terme et qu'elle décide de confier l'enfant à un orphelinat. Pourquoi pas? De quoi parlons-nous? Parce que si on choisit finalement de garder une grossesse, il faut bien l'assumer après. Pour ne pas commettre un crime, la maman pourrait aussi décider, parce qu'elle sait qu'elle ne se sent pas capable d'élever cet enfant, de confier cet enfant à un orphelinat. Non. La situation de grossesse est encore plus difficile à assumer que celle de l'accouchement. Parce que lorsqu'elle a accouché, il y a des périodes de détachement ponctuel qui se passent entre l'enfant et la mère. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'enfant est très loin de sa maman parce qu'un tiers parent en a pris la charge, parce que quelqu'un d'autre l'a porté. Tandis qu'en situation de grossesse, elle a fusionné complètement avec l'enfant. Elle est dans une situation fusionnelle complète, obligatoire avec l'enfant et le fait du roman. Si elle parvient à surmonter cette grossesse, c'est-à-dire de l'amener à terme, bon, il sera plus facile au plan psychologique pour cette maman, n'est-ce pas, d'accepter de lever l'enfant, à mon sens. Oui. D'accord. Alors, nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi. Je vous propose de regarder cet élément et nous, on se retrouve juste derrière le Vox Pop. La question est prête, bien sûr. L'avortement est un crime. Je pense que tout être humain sur la planète Terre ne devrait pas pratiquer l'avortement. Il y a les jeunes filles qui prennent la grossesse et n'ont pas les possibilités d'accoucher. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas conserver la grossesse. Je suis même très amer contre l'avortement. C'est très amer. Parce que je ne vois pas pourquoi Dieu te donne un talent, un génie, quelque chose de symbole et tu l'as détruit. C'est même pas sérieux, c'est même pas acceptable. Je suis contre l'avortement. La Bible interdit ça, non? La vie est sacrée. Donc il faut même pas, il n'y a même pas de, je ne réfléchis même pas pour dire que je suis contre. D'abord, les préceptes bibliques interdits, dont la sacralité de la vie. Donc, ce qui fait que nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui. La femme, quand elle conçoit, elle doit conserver
mettre au monde son bébé. Je suis contre par rapport à ceci. Tu sais, parfois, ça gâte les ventres des filles. Quand tu te maries après, tu n'arrives plus à avoir l'enfant. Ou peut-être que tu n'avais qu'un seul enfant dans ton ventre, tu l'as déjà jeté ou deux ou trois, tu ne pourras plus jamais accoucher. Et on commence à attribuer le tort à la famille, que c'est la grand-mère qui a fait ceci. Ça. Je trouve que ce n'est pas normal d'avorter. Il faut s'abstenir ou bien prendre les pilules. Je suis contre. Parce que déjà de nos jours, il y a des moyens pour se prévenir, comme quoi par exemple l'abstinence, la fidélité et tout ça. Donc si une fille de nos jours s'en va et porte la grossesse et s'engage à avorter, franchement, il faut punir cette personne parce que c'est injuste. Et il y a les risques aussi qu'il faut noter. Comme peut-être tu peux prendre soit un médicament au quartier et puis la mort directement. Donc autant de choses, il faut éviter. Je suis contre l'avortement parce que l'avortement, avorter c'est tuer. Donc je suis contre. Ce que Dieu refuse, même les êtres humains doivent être contre. Okay, I'm against abortion because it might lead to death. It is dangerous. It might destroy our womb. Oh oui, moi je suis contre l'avortement parce que je suis un homme de l'Église. L'Église d'abord interdit l'avortement. Il est inadmissible qu'une femme conçoive et puis elle s'en va avorter. Ça dépend des deux volets. Si c'est volontaire, on peut bien le garder. Mais si ça fait partie d'un viol, on peut avorter sans problème. Par exemple, si vous êtes agressé, vous êtes violé et que vous êtes enceinte, vous n'allez pas garder un enfant dont vous ne connaissez pas l'origine. Donc c'est un peu ça. Les différents comment je les ai appelés, les différents intervenants répondant à la question de savoir s'ils sont pour ou contre l'avortement. Je tiens à apporter la précision, pas dans le cas d'un viol. Donc voilà. On va lire encore quelques messages rapidement. Joseph Nombisi Wombo encore, l'attachement psychologique entre le nouveau-né et sa mère ne permet pas qu'elle se sépare facilement de cet être complet. Alors Antoine revient, les femmes qui subissent un viol sont traumatisées. Les avortements ne sont pas non plus sans conséquences. Parfois les conséquences sont lourdes. Devez-vous vraiment encourager l'avortement? Je suppose que la question est posée à Paul Maël et à M. Somo peut-être. Non, nous n'avons jamais dit qu'on encourageait l'avortement. Nous disions qu'il faut faire très attention lorsque l'enfant peut créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Voilà. Bonjour, j'appelle du Togo. J'envoie ce message du Togo. Si c'est le viol dans la rue, par un fou, comment on fait? Si c'est le viol dans la rue par un fou, comment on fait? Paul Maël va répondre à ça. Comment elle a fait d'abord pour se trouver à côté du fou? C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, ça peut arriver. Paul Maël, comment on fait dans ce cas-là? Je vais vous dire, je suis... depuis, quand j'écoute les messages que les gens envoient, je me rends compte qu'effectivement, on avait raison au début de l'émission quand on parlait de la légèreté avec laquelle les gens considèrent le viol. Et vous voyez, de façon involontaire, M. Somo fait une boutade qui peut passer pour une boutade, mais qui témoigne effectivement de la perception que notre environnement a du viol. Moi, je dis qu'il faut qu'on parte du principe que le viol, c'est quelque chose de grave. Et les gens qui n'ont pas encore été violés ne savent pas encore de quoi il s'agit. Moi, je ne l'ai pas été, ça ne veut pas dire que je le comprends mieux que les autres, mais je dis qu'il faut qu'on parte du postulat que le viol, c'est quelque chose de grave. Et dans ce cas de figure, moi, je reste sur ma position. Pour moi, un viol, quel que soit le contexte, quel que soit le violeur, quelle que soit la victime, reste un viol. Voilà. Une femme qui subit un viol par un homme public riche, très puissant, qui lui promet villa, argent, peut-elle avorter? C'est Alasco depuis le Bénin qui nous pose cette question. De quoi on parle? Un homme qui vous propose de l'argent, qui vous propose une villa et qui vous viole, ça reste un viol. Est-ce qu'il a eu un rapport? Si le rapport sexuel est consentant, c'est autre chose. Mais si c'est un viol, c'est un viol. Voilà. En cas de viol, il faut avorter. En cas de viol, il faut avorter. Je le dis parce que je suis issue d'un viol. Et ma mère et sa famille me l'a fait payer durement. J'étais et j'y suis responsable de ces malheurs. Ce qui fait que, étant été violée dans mon enfance, j'ai compris que je suis maudite. Voilà. Je prie pour ma fille. Elle n'est pas née d'un viol. Mais je ne veux
pas que les malades, que la malédiction la touche, pardon. Merci pour le thème. Je suis traumatisée à vie. Il y a le message qui n'arrête pas d'arriver. Hein. Je suis traumatisée à vie. On me l'a annoncé en m'insultant, fille de violeur. Madame Touala est maintenant convaincue. Alors c'est H depuis la France qui envoie ce message. Le drame de cette personne vient de la façon avec laquelle elle apprend qu'elle est née. C'est au détour d'un instant. Alors que si, de façon progressive, elle avait été préparée à cette réalité, elle n'aurait jamais accepté, elle n'aurait jamais réagi de la même façon. Et elle est un peu trop dure avec elle-même en disant qu'elle est maudite. Hein. Oui. Et puis, si le parent arrive à dire à un enfant... Est-ce qu'un enfant né d'un viol, c'est un enfant maudit? Elle est dure avec elle-même. Si le parent arrive à dire à un enfant, tu es responsable de mon malheur, dis-moi un peu, c'est pas pour aider cet enfant. Ça veut donc dire que cette femme qui a été avortée n'a pas dépassé, comme je le disais, n'a pas réussi à transcender le traumatisme qu'elle a subi après le viol. Et elle a gardé cette au lieu de mettre dans le monde quelqu'un comme ça qui va passer toute sa vie à se maudire, à se culpabiliser, il vaut mieux donc éviter qu'on en arrive là. Un enfant est à 50%, c'est Yannick Lecoué qui envoie ce message. Un enfant est à 50% de vous et 50% de votre conjoint. Si cet enfant ne se comporte pas bien, on est responsable et s'investit pour pallier. Mais venant d'un violeur, on n'assume pas et ne s'investit pas. Audrey Noumisi-Wambo. Audrey, j'ai passé 30 ans de ma vie au milieu des femmes qui sont passées de fille à femme, puis à mère et maintenant à grand-mère. J'ai tout vu et tout entendu dans ce monde-là. Bonjour Audrey, vous traitez des thèmes très importants. Je suis d'accord avec les analyses très pertinentes de M. Somo. Je suis Azaïdou du Niger. Merci à toi Azaïdou. Antoine, des femmes ne sont-elles pas souvent marquées à vie par un avortement? Il y a une question qui nous pose, on répond en 2 secondes. Les femmes ne sont-elles pas souvent marquées à vie par un avortement? De quel type d'avortement parlons-nous? Qu'il revienne nous donner dans plus de détails, Antoine. Zingangula, M. Paul Maël, le protocole de Maputo ne tient pas en compte la défaillance des structures médicales en période de guerre, puisque cette défaillance ne permet plus souvent les consultations médicales. La vie est très sacrée. Que vous soyez chrétien, musulman ou athée, nous avons le devoir de protéger la vie, quelle que soit sa provenance, sinon vous êtes un meurtrier. Salut, c'est Alioune depuis la Mauritanie. Le thème est très important. Félicitations. Merci beaucoup. Il y a des débats, qui n'en valent pas la peine. Comment vouloir garder le témoin d'un viol? Ce ne serait plus du viol. C'est Marcel du Burkina Faso. C'est votre avis. Vous respectez les nôtres ici sur le plateau. Voilà. On continue avec des messages. Antoine qui revient. Une femme doit avorter de son mari qui l'a violée. Nous savons que culturellement en Afrique, le message a déjà été lu, dont il a envoyé 2 fois. Salut à tous sur le plateau. C'est Yannick depuis Niamey. Monsieur Somo et Monsieur Maël, vous êtes formidables et merci pour certains éclaircissements. Ils sont formidables. Ce message vient d'un homme, c'est pas étonnant. Voilà. Salut. C'est tout ça, ça y est, ça recommence. Salut. Il n'est pas question d'avorter en cas de viol car ce serait un homicide volontaire condamné par la loi. Signé Monsieur Labo Moussa. Non, c'est faux. Abimi La loi autorise. Gaouré depuis le Niger. La loi autorise que vous fassiez avorter si vous avez été violé. Non à l'avortement. Amadou Sayon Camara depuis la Guinée-Conakry. Quand on est issu d'un viol, on est aimé de personne. Incroyable, non? Il faut avorter. Ok, c'est la même personne, celle qui était victime, qui est née d'un viol, qui a été rejetée par sa famille, qui envoie ce message. Je crois que cette personne, il faudrait peut-être qu'on ait son contact après, parce qu'il faut qu'on en discute quand même. Elle est trop sévère envers elle-même. Joseph Nomissi Wambou, M. Somo, les seuls vrais témoins de viol sont les 2 partenaires. Ne dites jamais à un enfant qu'il est issu d'un viol. Ah non, dommage. Il y a des viols en série, des viols en bande organisée. Je crois qu'il doit suivre un tout petit peu l'histoire des choses qui se passent ailleurs, entre les bandes organisées, entre un groupe de copains qui violent. Ça peut arriver. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. Ça se passe qu'un groupe de garçons arrête une jeune fille, la violente et la viole. Tout simplement. Bonjour à vous. Je pense qu'une grossesse issue d'un viol, franchement, faudrait avorter, juste pour le bien de cet enfant qui portera ce poids à vie. C'est Yvette, depuis la France, Yvette qui nous envoie ce message. Ça fait un bon moment qu'on n'avait pas reçu. Elle est de retour, on n'avait pas reçu ces messages. On lui fait un gros coucou ainsi qu'à son petit bébé. Alors, bonjour à tous. C'est Natacha de la Côte d'Ivoire. Très haut niveau intellectuel pour ce sujet. Il faudrait dire qui est Natacha? Natacha de la Côte d'Ivoire. Natacha de la Côte d'Ivoire. Voilà, très haut niveau intellectuel pour ce sujet très sensible et important. Bravo à tous. Merci beaucoup, ma grande.
Alors, un autre message, Zingangola, un enfant qui finit par se rendre compte qu'il est issu d'un viol, ne peut-il pas à la longue développer l'attitude violente de son géniteur? Il peut au contraire décider de ne pas être comme son père. Voilà. C'est un travail psychologique, Alors, un accompagnement qui doit être fait. Ouais. Quels sont les traumatismes que peuvent subir la victime, c'est-à-dire que la femme qui a été violée après un avortement? Oui, mais je pense qu'on l'a dit au début de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un traumatisme physique, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a forcé votre intimité sans que votre corps et votre esprit n'y soient préparés et qui vous a prise de force. Cela s'accompagne d'un certain nombre d'éléments. Il y a d'abord la peur, vous avez peur pendant l'acte, vous avez ceci. Il y a d'abord ce traumatisme physique qu'il faut prendre en compte. Maintenant, derrière ça, il y a tout ce qu'on a pu évoquer. Il y a la colère, il y a la culpabilité, il y a le rejet de soi, parce qu'à un moment, on peut se sentir sale et souillé et ne plus avoir envie ne plus avoir envie qu'un homme vous touche. Et c'est ce que je disais, vous allez trouver des femmes qui ont changé d'orientation sexuelle, qui sont passées de l'autre côté, simplement parce qu'elles ont le dégoût du sexe masculin, elles ont le dégoût de l'homme. Et que risque cette même victime en accouchant? On a commencé à répondre à cette question. Ça sera une femme frustrée dans la société? Oui, c'est une femme frustrée dans la société. En fait, dès lors que la personne a été victime d'un viol, elle estime que la société en général est complexe. Parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Pourquoi en ce moment précis, il y a souvent des gens qui passent à cet endroit? Pourquoi les gens ne sont pas passés à cet endroit? Pourquoi, si c'est dans une chambre, pourquoi quelqu'un n'est pas venu frapper à la porte en ce moment précis? Et ce moment ne pose même pas les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est généralement qu'est-ce qu'elle allait d'abord faire là-bas? Voilà, elle a fait comment pour se retrouver dans cette chambre-là? Vraiment, qu'elle nous laisse. C'est comme ça qu'on perçoit ce culpabilise. Et donc, le rejet de la société fait qu'à un moment donné, cette personne a envie de se venger de la société et ça s'observe à travers un certain nombre de comportements qui vont en réalité des comportements qui sont en antipode, c'est-à-dire à l'opposé de ce que la société recommande. C'est-à-dire qu'on dit la société dit il ne faut pas voler. En fait, la personne veut voler tout simplement pour se venger contre la société qui a établi une règle qui aurait pu être protège-moi. Cette personne devient une criminelle, tout simplement parce qu'elle veut punir la société qui ne l'a pas protégée. Dans tous les cas, il y a un certain nombre d'attitudes de la part de la femme qui dénotent d'un rejet systématique de la société qui, estime-t-elle, est complice de ce qui lui est arrivé. Et maintenant, que risque l'enfant? Issu d'un viol, pourra-t-il avoir un lien d'amour fusionnel entre la maman et l'enfant? Oui, bien sûr, je pense que c'est faisable. Alors, je pense qu'on l'a suffisamment développé ici. Il y a un encadrement particulier pour ce type d'enfant, parce que de toutes les façons, il ne faut pas non plus oublier qu'il n'est pas un enfant classique, entre guillemets, comme les autres. Donc, la charge émotionnelle de la maman par rapport à son fils doit être conséquente, mais surtout être vraiment suivie. C'est-à-dire qu'on a l'avantage d'avoir des psychologues comme M. Somo, qui sont des personnes qui sont suffisamment bien placées pour apporter de manière conséquente une contribution pour pouvoir aider ce genre de personnes. Parce qu'il faut noter quand même que la société, il va falloir tenir compte du fait que l'enfant doit s'intégrer dans la société. Il va falloir tenir compte du fait qu'il doit évoluer. Et pour cela, il y a quand même des canevas qu'il faut suivre. Et donc, la présence d'un psychologue aide en même temps l'enfant, mais aussi le parent. Voilà. On va lire quelques messages. J'espère que j'aurai le temps de lire rapidement encore quelques messages avant de conclure cette émission. Salut pour moi. Salut, pour moi, on ne doit pas avorter après un viol, car même après avoir été violé, on peut toujours prendre des dispositions. Moi, par exemple, j'ai été violée à l'âge de 17 ans. Par précaution, j'ai pris la pilule du lendemain, justement pour éviter une situation dans laquelle je devais faire un choix, celui de garder le bébé d'un violeur ou de l'enlever. C'est Mackenzie, qui a 19 ans aujourd'hui, qui nous envoie ce message. Bonjour à tous, le fœtus est bien une boule de sang. Je trouve qu'il serait injuste pour l'enfant né d'être détesté ou abandonné par sa maman, rejeté par une partie de la société et être un enfant bâtard, car lui-même pourrait être psychologiquement atteint plus tard. C'est Sarah qui envoie ce message. Un autre message, rapidement, on va lire un autre message. L'expérience a montré que la plupart des grands hommes ont eu des papas douteux. Qui sait ce que cet enfant deviendra demain? Et si vous étiez à la place de cet enfant innocent? C'est une question qu'on nous pose. Personne ne sait. C'est Paul Maël qui va répondre à cette question. Il peut devenir président de la République comme il peut devenir un violeur et un tueur en série. Tout à fait. C'est dans un pôle comme dans l'autre. Voilà. Bonjour, je suis Willy depuis la Mauritanie. Je crois
mon opinion, nous condamnons l'acte, mais nous ne pouvons pas faire de l'avortement. C'est tuer un être humain sur la terre qui est un péché. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Djibril, qui envoie ce message. De nos jours, les filles prennent des médicaments juste après un rapport douteux. Donc, pourquoi donc attendre au stade de viol? Non, parce que ce n'est pas la même chose. Permettez-moi de prendre 30 secondes là-dessus. Il y a Dia Mackenzie qui en a parlé, qui a dit qu'elle a pris la pilule le lendemain. Ce n'est pas la même chose. Quand vous avez un rapport consentant et qu'il soit un rapport dans une période douteuse, vous avez le réflexe. Mais quand vous sortez d'un viol, il y a d'abord tout ce stress, tout le traumatisme que ça a causé, que vous avez du mal à ingurgiter. À aucun moment vous ne pensez même penser que est-ce que vous étiez dans une période féconde ou pas. Donc je pense qu'il y a ce contexte-là qu'il faut qu'on prenne en compte. Voilà, bon après-midi à tous. Pour moi, je ne suis pas d'accord. L'avortement, pour moi, elle garde malgré les circonstances. Elle doit garder malgré les circonstances qu'elle a pu avoir cet enfant. Ok, en fait, je vais essayer de traduire parce que c'est compliqué. Ok, Krapatoni de Colbison estime que la femme, même si elle a été victime d'un viol, une fois qu'elle se retrouve enceinte, elle devait garder l'enfant. Voilà, je crois que c'est ce que ça voulait dire. Salut à vous, moi je suis chrétien, devant Dieu, il n'y a pas de circonstance où l'homme commet un péché qui ne soit pas considérable par Dieu. Alors si avorter est un péché, quelle qu'en soit la manière que l'on a conçue, il ne faut pas avorter. C'est M. Alain de Bastos qui envoie ce message. Moi, je voudrais juste poser une question à tous ces hommes qui disent qu'il faut garder l'enfant. On a aujourd'hui des malfrats qui débarquent dans vos domiciles pendant que vous dormez tranquillement avec votre famille. Des gars entrent chez vous, ils arrêtent votre femme, ils la violent devant vous comme ils l'ont déjà fait chez plusieurs personnes. Et derrière ça, elle tombe enceinte. Vous gardez cet enfant, vous ne le gardez pas. Ça, c'est ça une très bonne question. Je ne sais pas si... Malheureusement, ils ne pourront pas répondre, les téléspectateurs. Alors, on continue les messages. Bonjour, Joya, je regarde votre émission depuis N'Djamena au Tchad. Merci, je participe à l'émission. En cas de viol, il ne faut pas avorter, c'est un crime. Merci. Merci à l'équipe. Ok, merci à vous aussi de nous regarder. Surtout d'envoyer des messages. La vie est sacrée, il faut la préserver. Quelle que soit la situation, on ne doit pas avorter. On a des stars de nos jours sans père. C'est pas Samson qui envoie ce message. Bonjour à tous. Vraiment, votre émission fait partie de celles auxquelles je suis terriblement accro. Et les sujets pertinents et parfois poignants. Merci beaucoup. Je vous le dis, un avortement est un crime. Quelles qu'en soient les circonstances, un être doit vivre. C'est David depuis le Sénégal. Christian Jomo, n'est-il pas envisageable qu'il y ait un accompagnement psychologique pour convaincre la fille violée de garder l'enfant? Monsieur Somo, vous répondez. L'accompagnement psychologique, c'est dans le sens de la volonté de la maman. C'est-à-dire que si elle veut garder son enfant, l'accompagner psychologiquement. S'il ne veut pas le garder, aussi l'accompagner également psychologiquement. Voilà, Paul, je ne te savais pas si pointu. C'est Zoé, depuis Ambam, qui vous envoie ce message. Le viol est un crime, l'avortement aussi, donc pas de double crime. Paul Maël fait dans la langue de bois. Okay. Wow. Pour le cas du viol, garder l'enfant est une preuve de force face à ces violeurs qui pensaient anéantir ta vie. Et donner une bonne éducation à cet enfant, c'est être au-dessus de cela. Selon la loi, la reconnaissance d'un enfant issu d'un viol est interdite, dont la filiation est établie à l'égard de la mère. Celle qui avorte bénéficie des circonstances atténuantes. C'est Maître Oumarou qui envoie ce message. Non, l'avortement est interdit et est considéré comme un crime, et ceci dans n'importe quel cas. C'est Abdoulaziz depuis Ngaoundéré qui envoie ce message. Bon après-midi, je suis d'accord pour l'avortement. En cas de viol, parce que la mère dira quoi à son enfant? Mais tout cela fait partie de l'éducation. Alors, je vais m'arrêter là. Paul Maël voulait intervenir. Les gens sont extrémistes et c'est ça qui me pose problème dans les réactions que j'ai. Quand les gens vous disent la vie est précieuse, la vie c'est Dieu qui la donne, il faut la préserver à tout prix. Vous entrez chez vous, un type a un couteau, il veut égorger votre fils, vous avez une arme, vous ne le tuez pas parce que la vie est précieuse. De quoi les gens parlent? Vous avez un père qui viole sa fille de 11 ans et elle en tombe enceinte. Il faut garder cet enfant parce que la vie est précieuse. Vous vous retrouvez avec un père qui est à la fois le père de sa fille et le père de son petit-fils. Non, il faut quand même... Il y a un choix cornélien qu'il faut faire à un moment donné. Il y a un truc qui me semble fondamental, c'est l'ouverture d'esprit. Être ouvert d'esprit, ne pas être figé sur les dogmes sous prétexte qu'on appartient à l'église, que la Bible a dit ceci et que la Bible a dit cela. C'est ça que moi je dis. Je dis, si une femme décide après un viol de garder son enfant, je la soutiens. Si elle se fait avorter, je la soutiens également. Voilà, je pense qu'on va mettre un terme à cette émission. Merci à vous d'être venus, les panélistes. Merci à vous tous qui nous avez regardés, surtout à ceux qui ont envoyé des messages. On se retrouve la semaine prochaine, lorsqu'il sera 13h, dans ce même studio. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous et surtout, pas d'excès. Bon week-end.